Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de cette longue série de vidéos MangaTech et à l'issue de la dernière vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéressait éventuellement de voir tous les livres qui se trouvent dans ma pile à lire, donc la fameuse palle, et vous avez été assez nombreux finalement en commentaire à me dire bah oui, ça nous intéresse. Alors par définition, bien évidemment, les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo et dans les vidéos à venir, ce sont des livres pour beaucoup que je n'ai pas encore lu, donc voire pas du tout, voire que j'ai feuilleté, voire que j'ai commencé à lire mais que j'ai mis de côté pour l'instant, etc. Donc bien évidemment, je ne pourrai pas forcément rentrer dans le détail de chaque livre, vous dire de quoi ça parle, etc. L'idée ici, c'est plutôt de faire quelques vidéos pour le plaisir des yeux et puis pour que vous puissiez vraiment avoir une vision totale, globale et exhaustive de tous les livres que je possède dans la MangaTech. Alors avant de commencer, je précise que dans cette pile à lire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre alphabétique par exemple, puisque ça sert pas à grand chose, vu que de toute façon cet agencement est temporaire, puisque le but c'est de faire fondre cette palle au fil des mois, voire des années. Donc vous allez le voir, c'est un petit peu aléatoire. J'ai quand même fait un ordre purement visuel, c'est-à-dire que j'ai essayé d'arranger les livres des plus grands vers les plus petits, mais vous verrez que c'est pas toujours forcément le cas. Et en même temps, vous me direz, on s'en fout Gérard, vas-y, commence ta vidéo. Eh bien alors commençons directement avec les deux tomes qui constituent l'intégrale des Temps retrouvés. Alors les plus assidus d'entre vous se rappelleront peut-être que j'ai présenté le premier tome de ce manga sur la chaîne, et donc il est tout simplement dans ma pile à lire parce que je n'ai pas encore lu le tome 2. Oui, je sais, honte à moi. C'est donc un manga, comme je le disais, que je vous ai déjà présenté, en tout cas le tome 1. Alors, je ne sais pas si on pourrait le qualifier de drame, petit manga tranche de vie peut-être, qui parle notamment de la romance lorsqu'on est personne âgée. Donc je vais pas m'étendre parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais en tout cas le premier tome était vraiment sympathique. Le seul bémol, c'était la fin qui était vraiment très étrange, dans le sens où on avait vraiment l'impression d'avoir une fin, et là je parle bien sûr de la fin du tome 1, une fin un petit peu inutile, qui avait été imaginée seulement pour pouvoir faire un tome 2. À la limite, ce manga, je pense, aurait très bien pu s'abstenir d'un second tome. Donc j'ai pas encore lu le tome 2 comme je le disais, sûrement par crainte justement d'être déçu après un premier tome qui avait été relativement sympa. Donc à voir. Mais voilà, je vais pas m'étendre dessus, il y a une vidéo sur la chaîne, en tout cas le premier tome était sympathique. Entre Chien et Loup, qui est une BD chinoise chez Cornelius. Et en fait je l'avais acheté, je crois que c'était à Strasbourg, maintenant que j'y pense, je suis à peu près sûr, pour l'anecdote. Et je connaissais pas du tout ce livre-là, mais évidemment je connais l'éditeur, donc ça a attisé ma curiosité. Je crois que j'avais commencé à le lire il y a longtemps. Voilà, je l'avais mis de côté. C'est une chose malheureusement que je fais souvent. Je commence à lire un truc et puis j'ai du mal à rester concentré, donc je passe à autre chose. En tout cas, ça a l'air quand même au moins visuellement intéressant. Et puis voilà, BD chinoise, ça change. On passe à un manhwa, Quitter la ville, chez Atrabile. Comme vous pouvez peut-être le voir ici, volume 1. Et malheureusement, à ma connaissance, le volume 2 est toujours inexistant en français. Alors je peux me tromper. Pareil, j'avais commencé à le lire et puis je l'avais mis de côté. On retrouve ce découpage, très très carré, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de beaucoup de manhwas. En tout cas, selon mon expérience des manhwas, on a souvent ce découpage très peut-être scolaire. Ça prend pas beaucoup de risques au niveau de la mise en page. Au passage, Atrabile, si c'est un éditeur que vous ne connaissez pas, je vous recommande de vous pencher sur leur catalogue. Ils ont notamment beaucoup de manhwas et voilà, c'est pas un éditeur dont on entend souvent parler et c'est dommage. Ici on a La Vis de Yoshiharu Tsuge, bien sûr. Un volume de ce qui constitue l'anthologie de Tsuge que Cornelius a décidé de nous proposer depuis quelques années maintenant. Ça fait largement plus d'1 an qu'ils ont commencé, je crois. Donc évidemment, Tsuge, c'est bien sûr du Gekiga, et surtout c'est du Gekiga très très particulier avec Tsuge, comme vous le savez certainement. C'est du Gekiga qui est également Watakushi Manga, donc le manga du mois. C'est quelque chose qui est très tourné
vers l'introspection, vers l'imagerie des rêves, du fantasme. Là où Tatsumi, je trouve, fait très dans le social, va beaucoup nous parler de la condition ouvrière, etc. Tsuge le fait moins et nous propose, comme je le disais, quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers le personnel. Puis ici, il y a le marais, donc on continue dans un volume de l'anthologie, de Tsuge. Le très fameux, ou pas, Élégie en rouge. Alors, Élégie en rouge, je devrais vous en parler dans les mois qui viennent sur la chaîne. J'ai commencé à écrire une vidéo là-dessus. Pour la petite histoire, ça fait longtemps que je veux en parler sur la chaîne, mais c'est une œuvre qui est tellement complexe et surtout atypique que j'avais un peu peur de m'y attaquer parce que je pense que c'est très facile de dire des bêtises sur une telle œuvre. Élégie en rouge, je pense que ça fait partie des choses les plus expérimentales qu'on peut lire en ce qui concerne la BD japonaise. Comme vous le voyez, il y a une imagerie extrêmement unique. Élégie en rouge, c'est du gekiga, comme je le disais, très expérimental, qui s'affranchit complètement, ou presque, de ce qu'on pourrait penser de la BD. Donc ne vous attendez pas du tout à quelque chose de facilement compréhensible, de fluide, où on suit, entre guillemets, simplement une histoire. Alors certes, il y a une histoire, mais elle est tellement mélangée à du commentaire social de l'époque, à une critique de la société japonaise des années 60, 70. Il y a beaucoup de clins d'œil et de références aussi bien à la culture japonaise de l'époque que la culture, on va dire, populaire de l'époque, américaine également. À chaque page, vous avez quasiment des tentatives de mise en image, d'idées, de représentation. Alors c'est très intéressant à partir du moment où vous êtes vraiment curieux d'aller lire quelque chose d'obscur. C'est pas du tout une lecture détente, c'est pas du tout une lecture facile entre guillemets. C'est vraiment pour les gens qui s'intéressent profondément à la BD japonaise, à la culture japonaise et aux choses, je me répète, mais vraiment expérimentales. Mais ne vous inquiétez pas, je devrais vous en parler, comme je le disais, dans le détail, dans les mois à venir. On continue avec les choses assez obscures. On a Un gentil garçon de Shinichi Abe, toujours du gekiga, toujours chez Cornelius, un peu moins obscur que Élégie en rouge, mais on reste toujours dans une proposition vraiment unique, quelque chose qui sort absolument et sans aucun doute des sentiers battus, comme vous pouvez le voir. Alors j'avais commencé à le lire, pareil, je l'avais mis de côté. Vous voyez, je ne mens pas quand je vous dis que j'avais commencé à le lire, il y a un marque-page qui se balade. Voilà à quoi ça ressemble du Shinichi Abe, vous pourrez vous faire une petite idée. Peuple invisible qui est suivi de La Promesse, donc c'est l'anthologie chez Cornelius de Shohei Kusunogi. Je crois que j'en avais lu au moins un des deux, je sais plus si c'est Peuple invisible ou La Promesse, et puis je me suis rendu compte que c'était très intéressant. Du coup pour l'instant ils sont dans la palle, parce que il faut que je revienne dessus, que j'en fasse une lecture vraiment plus sérieuse, plus attentive, pour pouvoir, si tout va bien, vous en parler à l'avenir sur la chaîne. On a du gekiga campagnard, on va dire, avec ce dessin intéressant, notamment avec un choix de, je sais pas si ça se voit à l'image, mais c'est pas de l'encre noire en fait, c'est de l'encre bleu foncé, et tout le livre est comme ça. C'est le genre de livre qui me parle beaucoup. Voilà, c'est du gekiga, c'est vieux, donc ça me correspond bien, on va dire. Ça m'a l'air très bien tout ça. Et donc, comme je le disais, j'ai le second volume, La Promesse. Enfin, je dis second, mais en fait, peut-être que je les ai intervertis par mégarde. Peut-être que c'est l'autre, le second, je ne sais plus, mais bon, c'est pas très grave de toute façon. En parlant d'OVNI tout à l'heure avec Élégie en rouge, on en a un autre ici avec Cornigule, toujours chez Cornelius, c'est Takashi Kurihara. Alors là, c'est vraiment de l'OVNI digne de la soupe aux choux. Donc pareil, c'est pour les gens qui veulent lire vraiment autre chose et s'éloigner complètement de tout ce qu'on croit connaître des mangas en général. C'est un caractère assez psychédélique, peut-être. Comme on peut l'imaginer, c'est pas le genre de lecture facile, dans le sens où on peut lire ça dans les transports en commun, ou quand il y a du bruit autour de nous, etc.
Ensuite, un petit Shigeru Mizuki des familles avec mon copain le Kappa. Bon, c'est du Mizuki, donc je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'attarder. Comme vous le savez, il était très friand de la thématique des yokai, notamment. Il est très connu pour ça. Puis nous avons ici un Osamu Tezuka Barbara. Et en fait, je l'avais acheté à l'époque où j'avais décidé de me faire violence justement et d'essayer de me mettre à Tezuka parce que j'en avais un peu marre qu'on me rabâche les oreilles périodiquement pour me dire comment mais tu n'as pas lu Tezuka, honte à toi, blablabla. Enfin, je plaisante bien sûr. Et j'avoue que moi Tezuka, même aujourd'hui, alors moins qu'avant, je me soigne, docteur, mais j'ai toujours du mal avec son trait que moi je considère, qui est très enfantin entre guillemets. C'est un dessin qui n'est pas du tout réaliste, qui est très figuré ou figuratif, je ne sais pas quel serait le bon terme. Faut réussir à rentrer dedans, mais bon ça va mieux, hein. J'ai lu quelques Tezuka depuis, donc je sais pas si on peut dire que je me suis habitué, ça me rebute moins. Et donc à l'époque j'avais donc acheté Barbara, j'avais regardé un petit peu dans les mangas qui étaient disponibles en France, en me disant je vais essayer de trouver quelque chose qui au moins thématiquement ou scénaristiquement est susceptible de me parler. Et parmi les œuvres que j'avais notées, il y avait Barbara. Voilà, le synopsis avait l'air au moins intriguant. Mais il faut toujours que je le lise. Et puis on continue sur la lancée des Tezuka avec l'énorme Ayako. Alors Ayako, j'avais commencé à le lire et j'étais arrivé assez loin dans l'histoire. Je vois que le marque-page est presque à la fin en réalité. Donc j'étais plus très loin de la fin et je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Et ça me plaisait. C'est très surprenant parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à lire quelque chose d'aussi sombre et d'aussi violent. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe, je pense, de Tezuka. Je pense que c'est un auteur qui, vu de loin, en fait, est très trompeur à cause de ce dessin justement que moi je qualifie de assez enfantin. Je dis pas ça dans un sens péjoratif, mais c'est un dessin qui reste assez simpliste entre guillemets, qui fait pas beaucoup dans l'ultra détaillé. Et du coup, c'est très surprenant en fait. Certaines œuvres de Tezuka, en tout cas que j'ai lues. Autant il y a des mangas qui sont très bon enfant, très humoristiques. Par exemple, son manga en un seul tome, dont j'oublie le nom à l'instant, mais qui est une autobiographie, Maki, quelque chose comme ça. Enfin, j'en ai parlé sur la chaîne de toute façon. C'est sorti chez Black Box. Voilà, donc ça c'est un exemple de manga très inoffensif. Et du coup, quand on tombe sur Ayako, voilà, qui est une histoire quand même qui tourne beaucoup autour de l'inceste, on se dit ah oui. D'accord. Donc en fait Tezuka c'est pas du tout ce que je croyais. Donc Ayako, il faudra que je le recommence depuis le début parce qu'évidemment je l'avais attaqué il y a vraiment longtemps, donc c'est perturbant on va dire, mais c'était intéressant. Une bien triste famille de Shinichi Abe chez le Seuil, c'est ça. Donc Shinichi Abe, c'est l'auteur, tout à l'heure on a vu, de Un gentil garçon notamment. Bon, ça fait partie de ces titres que moi je qualifierais d'assez obscurs. Faut vraiment les chercher pour les trouver. En plus, le Seuil, je pense qu'il n'y a pas foule de lecteurs de manga en général qui sont même au courant qu'il y a des mangas chez eux. Voilà, donc c'est du gekiga brut de décoffrage qui parle beaucoup de misère sociale, etc. Chez le même éditeur, on a Histoire singulière du quartier de Terajima. C'est de Yu Takita, je crois. Oui, c'est ça. Avec un dessin radicalement différent de Shinichi Abe, ça n'a rien à voir. C'est un dessin qui est très imagé, on va dire, et qui met en scène, en tout cas dans ces gekiga, de ce que j'en ai lu de Takita, c'est la vie vraiment des petites gens dans les petits quartiers. Ça se passe souvent dans des bars, dans des restaurants, ce genre de choses. Donc il faut réussir à passer outre, je pense, ce dessin qui peut être très déroutant, j'imagine, pour pas mal de gens, parce que c'est quand même, je pense que si on était mauvaise langue, on pourrait très vite le qualifier de moche. Alors ce n'est pas mon cas parce que j'essaye de dépasser justement cette manière de voir les choses, même si après on peut bien sûr me demander mon avis plus personnel, mais je suis pas trop là pour ça en général. Donc voilà, alors je crois que j'avais commencé à le lire, pareil, vous allez dire je me répète souvent, et oui, c'est la vieillesse.
mais ça fait partie de ces œuvres justement très originales. Toujours dans cette veine de livres très originaux, voilà, très surprenants et pas nécessairement faciles à lire, on a le Kimono rouge d'Oji Suzuki, toujours chez Le Seuil. Je crois que j'avais essayé de le lire, et il faudra vraiment que j'essaye à nouveau, parce que c'était très obscur. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. De mémoire, il y avait un côté un peu poétique, on va dire, et qui rentrait beaucoup dans la tête des personnages. Enfin voilà, c'est vraiment très particulier. Et particulier, ça veut pas dire mauvais ou ce genre de choses. Ça veut dire que voilà, il faut prendre le temps de s'y attarder. C'est ça que je cherchais comme formulation. Suite à ça, on a un très gros morceau, sans aucun jeu de mots, puisqu'on a l'intégrale en 3 tomes de Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Je me demande si... Ah non, je croyais que la couverture était abîmée ici, mais non, c'est le dessin, tout simplement. J'avais commencé à le lire, mais cette fois, je me rappelle très bien pourquoi j'avais arrêté. C'est parce que je crois que ça fait partie des tout premiers Kamimura que j'ai lus. À l'époque, j'avais pas encore lu Lady Snowblood, j'avais pas encore lu voilà, d'autres œuvres de cet auteur. Et j'avoue que j'avais été choqué, en fait, par ce manga, notamment pour la représentation de la sexualité. Je m'y attendais pas du tout. Et comme c'est pas un thème moi qui m'intéresse, je m'étais dit bon bah tant pis, c'est pas pour moi. Donc j'avais mis de côté ce manga. Et vous me direz peut-être, mais Jackie, pourquoi est-ce que tu as l'intégrale? Et j'étais tombé sur, je crois, un lot d'occasion, ou neuf, je sais plus, enfin quelqu'un qui le vendait en lot, donc c'était beaucoup plus intéressant en fait d'acheter les 3 d'un seul coup que de les acheter un par un. Donc j'avais acheté l'intégrale, mais comme je le disais, j'avais été choqué, entre guillemets, alors choqué c'est peut-être un bien grand mot, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et puis j'ai continué quand même à m'intéresser à Kamimura, et aujourd'hui Kamimura est devenu vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Donc je sais que lorsque nous vivions ensemble, aujourd'hui il n'y aura pas de problème, je pourrais le reprendre du début et le finir, et je pense que cette fois-ci je ne serai plus choqué ou que sais-je encore. Un petit Taniguchi, ça fait jamais de mal, et Sekikawa, pardon, c'est une coopération. C'est le premier tome de Autant de Botchan. Et alors je n'ai que ce premier tome, donc je l'ai jamais lu parce que je crois qu'il est en 5 tomes. Alors pourquoi est-ce que j'ai que le premier tome? Tout simplement parce que je l'avais vu une fois je crois sur Amazon ou peu importe, sur un site, quelqu'un qui le vendait d'occasion pour une bouchée de pain. Donc j'ai sauté sur l'affaire en me disant bon au moins j'aurai le premier tome et puis un jour peut-être je pourrai compléter la série quoi. Ensuite, on a une œuvre coréenne avec le très imposant Le Livre de Jessie. Alors je crois que je l'ai lu en entier. Je sais plus si je l'ai fini, mais en tout cas si je l'ai pas fini, j'avais lu au moins les 3/4. Alors c'est une œuvre, je crois pas qu'elle est autobiographique, mais elle raconte une histoire vraie, il me semble. Je suis quasiment certain qu'il y a une nature biographique. Alors c'est assez particulier au niveau du dessin, au niveau de l'ancrage, etc. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça raconte l'histoire de l'exode d'une famille coréenne pendant la guerre avec le Japon, quelque chose comme ça. C'est très flou dans ma tête, c'est un caractère historique et biographique, ça j'en suis à peu près sûr. Donc, ceux qui l'ont lu pourront éventuellement apporter des précisions dans les commentaires. Derrière, on a une autre œuvre coréenne, c'est Jiseul, qui, je crois, va raconter un événement véridique. Voilà, le soulèvement de Jeju, 3 avril 1948. Et là, je triche parce que je lis ce qui est écrit derrière le livre. Je l'avais à peine commencé, je crois, mais c'est très intéressant visuellement, comme très souvent avec certains manhwas, certaines œuvres coréennes. Très belle édition en tout cas, et pareil je crois que j'avais eu la chance de le trouver d'occasion pour une bouchée de pain. Alors ça c'est le petit avantage de petits éditeurs style Atrabile ou dès que c'est des œuvres coréennes ou chinoises. Selon mon expérience personnelle, pléonasme, c'est relativement facile de trouver ce genre de livre beaucoup moins cher qu'au prix du neuf.
et en très bon état. Parce que ce sont par exemple des livres qui peuvent être achetés par des bibliothèques ou des médiathèques ou des CDI de collège et de lycée, et puis qui se retrouvent finalement revendus sur internet, ou tout simplement par des gens qui ont acheté ça sans trop savoir ce que c'était, puis bon ça leur plaît pas trop parce que c'est tellement éloigné de la BD asiatique attendu, on va dire, que finalement ça leur plaît pas du tout, et puis ils le lisent une fois, puis ils le revendent. Donc moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent de pouvoir acheter ce genre de livre à des prix vraiment très très intéressants, quelquefois 50% moins cher que le neuf, alors qu'ils sont en très très bon état parce qu'ils ont été lus qu'une seule fois. Petite info, petit renseignement qui peut-être peut vous être utile. Hop, un petit Taniguchi avec la montagne magique que j'ai pas encore lu, mais en fait je l'avais acheté parce qu'il y a quelques années de ça, je sais pas si certains d'entre vous en avaient entendu parler, il y avait eu une micro-polémique que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Ça avait été relevé par la presse. Il y avait eu comme je le disais, une petite histoire dans un collège ou dans un lycée, je ne sais plus, une mère de famille qui avait trouvé un passage du livre scandaleux et qui avait rapproché ça à une histoire de pédophilie. Donc cette histoire était parue dans la presse. Alors moi je l'avais vue, et en plus quelqu'un qui suit la chaîne m'avait dit: t'as vu cette histoire, etc. Est-ce que tu as lu La Montagne Magique? Si oui, que penses-tu de cette histoire? Donc voilà, j'avais acheté le livre pour me renseigner, pour aller déjà directement lire le passage en question, et pour moi il n'y a absolument rien de choquant entre guillemets, c'est juste, voilà, c'est au pire c'est une traduction malheureuse, ou c'est une blague qui passe pas en fait, comment dire, socialement entre le Japon et la société occidentale, et à plus forte raison française. Mais moi j'y ai vu aucune volonté de faire l'apologie de la pédophilie ou je sais pas quoi. Quand j'avais lu ça, je m'étais dit quoi, quel rapport avec Taniguchi? Comme souvent malheureusement dans ce genre de situation, il est beaucoup plus facile de tirer sur l'ambulance que d'aller se renseigner et essayer de réfléchir 2 minutes au fait que voilà, c'est une œuvre qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, qui s'adresse à une autre société, et que nous on reçoit tout ça en plus au travers d'une traduction. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Voilà. Bref, La Montagne Magique, Taniguchi. Derrière, on a quelque chose de très particulier, c'est Éveil de Taiyo Matsumoto, Taiyu ou Taiyo, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, donc ne venez pas m'assassiner dans les commentaires. Ceci est une œuvre très très particulière dans le sens où, à la base, ce n'est pas un manga, dans le sens où, si ma mémoire est bonne, c'est parti d'une exposition d'illustrations à laquelle Matsumoto avait participé, et puis ces illustrations ont tellement été populaires que finalement on a proposé à Matsumoto d'étendre cette idée et de faire naître une histoire en fait autour de ces illustrations, de créer une histoire dans cet univers, et je dis ça de mémoire, hein, donc je peux me tromper, mais c'est donc un manga très 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 particulier, avec ce dessin vraiment assez hypnotique, je dirais, pour ma part. Alors je l'ai lu, et il est dans ma pile à lire parce que il faut que je le relise. Idéalement, j'aimerais bien vous en parler un jour. Mais c'est quelque chose qui joue beaucoup sur les idées de relation entre l'homme et la nature. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux croyances des Indiens d'Amérique, à leurs traditions, etc. Alors je sais pas si ça va vouloir dire grand chose, mais c'est un dessin qui me fait plus penser à de la BD européenne en fait qu'à du manga traditionnel. Je sais pas vraiment d'où me vient cette impression, mais moi ça me fait penser par exemple à des dessins animés des années 80 avec les mondes engloutis par exemple. Les plus vieux d'entre vous s'en rappelleront. Et pour finir cette première étagère, on a encore un Jiro Taniguchi avec La Forêt Millénaire, qui est très très particulier dans le sens déjà de son format. Donc le livre en fait il est dans un format album photo peut-être on pourrait dire. Enfin voilà, il n'est pas comme ça, il est comme ça, il est à l'horizontale, je sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est un manga qui est inachevé, il est en couleur, vous voyez, donc il se lit comme ceci. Donc c'est vraiment si vous voulez posséder absolument tout ce que Taniguchi a fait, ou en tout cas tout ce qui est disponible en français, puisque je le répète, l'histoire est inachevée. Ça partait sur une histoire qui liait beaucoup l'homme à la nature, on va dire.
comme le titre peut nous le laisser deviner. Alors je l'ai lu et il est toujours dans ma pile à lire parce que peut-être un jour j'aimerais faire une vidéo manga thème sur plusieurs mangas inachevés. C'est une idée que j'avais eue, donc j'avais commencé à chercher des mangas justement, et ben forcément inachevés. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier étage parce que je sais que la vidéo va déjà être très longue. Merci à vous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde. Shot you down.